Épilogue. La fin de l'été s'annonce. Les jours raccourcissent nettement ainsi que l'ensoleillement. Le pourcentage de développement d'ictus atteint 99%. Il ne reste que certaines simulations à effectuer. Théoriquement, ictus est viable. Dès sa création physique, il sera nécessaire de lui initialiser une mémoire avec quelques images aquatiques des profondeurs environnant le labo. Sheva effectue encore quelques plongées afin d'accumuler ces images. La sensation d'avoir toujours vécu ici dans cet environnement rassurera Ictus. Une mémoire courte constituera ses souvenirs. Arba pense que la première incarnation de l'espèce pourrait prendre vie raisonnablement d'ici le milieu de l'automne. L'excitation est à son comble dans le labo. Les quatre ont décidé de nommer ce premier être de l'espèce Ictus Meawan en hommage à leur cousine et amie. Cette nuit, les deux couples ont été réveillés par des bruits bizarres venant de la mer. Il leur a semblé entendre des voix dans le lointain, et comme des bruits de ferraille qu'on cogne avec un marteau. Ce matin, l'inquiétude les gagne. Est-ce que le gouvernorat les aurait repérés? Tous les quatre pensent finalement qu'ils ont été abusés par des bruits d'origine naturelle. Le vent qui s'infiltre partout prend parfois des sonorités étranges. Nous sommes en fin d'après-midi. Lily se montre très agitée malgré sa longue sieste. Il dérange la concentration des autres dans le labo. Sheva sait comment calmer son fils. Une promenade au grand air s'avère nécessaire. Elle n'ose pas déranger Esrim, même s'il a très envie qu'ils fassent cette promenade tous les trois. Ce moment de promenade permet de ressouder la petite famille et d'être enfin seule. Sheva sait bien que désormais son temps est compté. Son vieillissement s'accélère presque à vue d'œil. Mais elle se sent bien. Elle est comblée par son rôle de mère. Bien sûr, elle constate qu'Esrim la chérit moins qu'auparavant. Elle a beaucoup de mal à accepter la situation qui lui est imposée. Il fait ce qu'il peut et se réfugie de plus en plus dans le travail. Sheva décide de prendre le même chemin côtier que d'habitude. Elle porte son Lily adoré dans ses bras. Le temps exceptionnellement clément de cette fin de journée permet une balade plus longue que d'accoutumée. Elle décide de passer le petit cap qui limite géographiquement sa promenade habituelle. Passé ce cap, on ne peut plus voir le labo et la petite crique de Magnetic Bay qui l'abrite. Elle poursuit pleine d'entrain sa balade vers l'est de l'île. En regardant la mer, elle aperçoit un bateau ancré dans la baie. Sheva prend peur. Elle est prise de panique et retourne vers le labo en courant. Il faut prévenir les autres au plus vite. Mais elle n'arrive pas à courir avec Lily dans les bras. Sheva finit par trébucher et elle tombe sur le côté. Heureusement, Lily n'a rien. Le bras droit de Sheva a amorti sa chute et protégé l'enfant. Elle dépose Lily au sol afin de mieux se relever. Puis elle se saisit de son fils. En se retournant, elle constate avec horreur que 3 hommes la poursuivent et qu'ils se rapprochent d'elle rapidement. Son âge physiologique ne lui permet pas de tenir la distance face à des individus jeunes. Ces hommes lui veulent du mal. Elle en est intimement persuadée. Leurs attitudes lui apparaissent très agressives. Sheva hurle et appelle Esrim à son secours. En vain. Elle est encore trop loin. Il lui faut dépasser le petit cap pour avoir la moindre chance d'être vue ou entendue. Elle pousse des criaillements de frayeur tout en haletant. Voyant que le premier homme la rattrape, elle dépose Lily afin de lui faire face. Sheva se souvient des techniques du combat rapproché apprises à l'armée. Mais elle n'a pas le temps de mettre en œuvre son expérience du combat. Tandis que l'un des hommes réussit à lui faire mettre un genou à terre, un deuxième lui assède un formidable coup derrière la tête. Sheva s'affale. Le troisième homme s'empare de Lily qui hurle. Il le regarde dans les yeux pleins de fureur, puis se dirige vers la mer. L'homme s'arrête au bord de la petite falaise et dans un geste fou, il jette Lily qui va s'écraser sur les rochers en contrebas. Maintenant les 3 hommes entourent Sheva qui agonise à leurs pieds. Ce sont d'horribles pirates à la réputation de monstres impitoyables, dixit le vieux Macpherson. Leurs visages paraissent fracassés de partout, et ils sont vêtus de la tête aux pieds, de peaux de bêtes qui dégagent une odeur pestilentielle. Ils éructent des borboricmes et des grognements. Sheva ne porte que sa combinaison. Lui qui semble être leur chef la déchire et se jette sur son corps pour la violer. Les 2 autres font de même. Sheva est déjà morte. Quelle ironie du sort. Elle qui a pensé mourir de vieillesse. Une fois leur sauvagerie assouvie, les 3 hommes repartent vers leur bateau avec le cadavre de Sheva. Les pirates sont aussi d'effroyables cannibales. Ils vont sans doute revenir plus nombreux pour explorer l'île, car ils sont à la recherche de nourritures animales et de tout ce qu'ils peuvent piller. Au labo, Esrim commence à s'inquiéter. Il trouve que Sheva et Lily tardent à revenir.
Il décide d'aller à leur rencontre. Il connaît bien le chemin côtier qu'il a parcouru avec Sheva et son fils de nombreuses fois. Plus il avance, et plus l'inquiétude monte en lui. Sheva et Lily ne sont pas encore visibles. Aurait-il passé le petit cap? En le franchissant, Esrim aperçoit à son tour la silhouette du bateau. Il pense immédiatement aux pirates. Il a beau scruter l'horizon, il ne voit pas Sheva et Lily. Son inquiétude tourne alors à l'angoisse profonde. Ces salopards ont enlevé Sheva et Lily, se dit-il. Alors il décide de se diriger vers le bateau. Il marche longuement avant de constater que le bateau vient de lever l'ancre et qu'il va contourner le petit cap. Esrim fait rapidement demi-tour et commence à courir. La panique l'envahit et il est obligé de s'arrêter pour évacuer le trop-plein de stress et respirer à fond. Il se penche vers l'avant, les mains en appui sur ses genoux. Il a beaucoup de mal à reprendre son calme et son souffle. Il a l'impression d'étouffer. Il parvient enfin à se calmer après de profondes respirations. Puis il reprend sa course en suivant des yeux le bateau qui disparaît en partie de sa vue derrière le petit cap. Lorsqu'il le franchit à son tour, Esrim constate que les pirates ont débarqué dans la petite crique. Ils sont entrés dans le labo. Esrim peut entendre les cris de ces monstres. Il en dénombre une vingtaine. Il stoppe net sa course et se laisse choir sur les genoux. Il se prend la tête dans les mains puis bascule vers l'avant, cognant le sol. Lorsqu'il relève la tête, il voit des pirates emmener Arba et Ramishim inanimés à bord du bateau comme un vulgaire butin. D'aucuns emportent des objets et de la nourriture. Esrim regarde impuissant le bateau des pirates s'éloigner vers le large. Il retourne sur le chemin de promenade et le parcourt de long en large, tant qu'il possède encore un souffle d'énergie, de retrouver les traces du passage de Sheva et Lily. Il regarde par hasard au bas de la petite falaise. Le corps de Lily a été emporté par la mer. Une chance pour Esrim qu'il ne voit pas le macabre spectacle de son enfant déchiqueté. Esrim sent intuitivement que tout est perdu et qu'il ne le reverra jamais. Acculé au désespoir, accablé par le destin, il pense au pire. S'abîmer dans la mer et disparaître à son tour. Tel un être fantomatique, il se dirige péniblement vers le labo. Il va attendre encore avec l'espoir d'un retour hypothétique des êtres qu'il aime. Ou alors, il va peut-être simplement attendre patiemment que la mort vienne le chercher. Le labo est méconnaissable après le passage de ces monstres. Tout ce qui peut rappeler l'idée de civilisation a été mis à bas et saccagé. Quelle étrange ironie du sort! En voulant échapper à la civilisation la plus avancée de l'histoire de l'humanité, ces pionniers de la liberté ont été rattrapés par la barbarie absolue. L'exalté Arba n'a-t-elle pas eu finalement raison lors de son réquisitoire contre l'espèce humaine? L'homme doué de raison et capable des pires monstruosités sadiques est bien une espèce dangereuse. Un troisième monde de liberté ne restera qu'une illusion, un mirage d'idéalistes. Homo ictus ne verra jamais la lumière de l'océan. Une autre espèce hybride ne supplantera jamais l'Homo sapiens, pas plus que le projet transhumaniste du monde technologique n'atteindra son but final. Les croyants diront certainement que ce n'est pas le projet divin. Les démiurges ont toujours échoué. On ne s'improvise pas faiseur de monde impunément.